Un débat sur ce qui aurait pu se passer si Hitler n'était pas mort le 30 avril de l'année 1945. On a beaucoup débattu sur ce qui aurait pu arriver si Adolf Hitler n'était pas décédé ce fameux 30 avril de l'année 1945, au cœur de la bataille de Berlin. Divers historiens ont émis des hypothèses sur ce qu'aurait été son destin s'il avait été capturé par les soviétiques. Certains ont également imaginé comment il aurait été de le voir sur le banc des accusés lors des procès de Nuremberg, au cas où il aurait été arrêté par les Britanniques ou les Américains. Si Hitler avait été capturé vivant par les Soviétiques pendant la bataille de Berlin, il aurait probablement été confronté à un procès public à Moscou, spécialement conçu pour l'humilier et mettre en avant la victoire soviétique. Staline aurait utilisé Hitler comme un trophée de guerre et un outil de propagande pour renforcer le prestige de l'Union soviétique et démontrer sa supériorité sur le nazisme. Avant de se retirer dans ses appartements, Hitler avait laissé des instructions très claires pour éviter que son corps ne tombe entre les mains ennemies. Il avait déclaré « Je veux que mon cadavre soit brûlé. Personne ne doit le profaner ni l'exposer comme un trophée. » Les décisions fatales de Hitler, le chemin vers sa ruine. L'armée rouge était d'une implacabilité féroce. Elle pouvait recourir aux méthodes les plus brutales pour atteindre ses objectifs, et si cela impliquait d'anéantir des centaines d'adversaires ou de tuer des innocents, elle le faisait sans hésitation, toujours fidèle à son célèbre slogan « L'armée rouge est la plus forte ». Chaque soldat soviétique savait que les Allemands devaient payer pour les dommages causés par les troupes allemandes lors de l'opération Barbarossa. Ainsi, peu importait l'âge, le sexe ou la profession des Allemands. À leurs yeux, tous étaient également responsables. En l'année 1945, les forces de l'Union soviétique pénétrèrent brutalement sur le territoire allemand, ne manquant aucune occasion de venger leur honneur. Elles détruisirent et pillèrent des maisons, volèrent des biens précieux, violèrent des femmes et assassinèrent des milliers d'hommes. Rapidement, elles démantelèrent les forces allemandes et, lentement mais sûrement, commencèrent à envahir les rues, ne laissant aucun pavé intact. Pendant ce temps, Adolf Hitler se réfugiait dans son bunker de la chancellerie, à Berlin. Un profond état de paranoïa hantait son esprit, et les nouvelles provenant de toute l'Allemagne ne faisaient qu'aggraver cette situation. Le Führer refusait d'accepter la réalité. Ses plans semblaient parfaits, mais une série d'erreurs l'avait conduite à une défaite irrémédiable. Selon Francisco Franco, dictateur espagnol contemporain d'Adolf Hitler, qui resta au pouvoir de 1939 à 1975, la plus grande faiblesse du chancelier allemand résidait dans le fait d'avoir déclenché une guerre de dimension gigantesque avec une confiance absolue en la victoire. Franco estimait que l'idée de Hitler selon laquelle la guerre serait courte et que toute l'Europe se rendrait à ses pieds en quelques mois relevait au minimum du délire. De plus, Franco considérait que Hitler avait ignoré la tendance naturelle de l'être humain à combattre jusqu'à la mort contre tout ennemi. Il l'accusa de méconnaître la psychologie des peuples. De son côté, il n'avait pas non plus envisagé que les Britanniques pourraient surpasser les avancées de la Kriegsmarine. Franco estimait également que Hitler avait été terriblement imprudent en essayant de conquérir un territoire aussi vaste que celui de l'Union soviétique. Les étendues stratégiques y étaient immenses, et les forces allemandes n'étaient pas en mesure de manœuvrer efficacement à travers de telles distances. La Wehrmacht commit de graves erreurs militaires. Elle disposait d'un dispositif en ligne et non en profondeur. De plus, il ne faut pas oublier que l'opération Barbarossa débuta le 22 juin de l'année 1941 et que le 11 décembre de cette même année, l'armée américaine entra en guerre à l'ouest aux côtés des Britanniques. Indépendamment des plans du Führer, l'Allemagne n'avait pas les capacités militaires nécessaires pour affronter trois superpuissances. Certaines villes, comme Hambourg ou Dresde, furent laissées sans protection et, par conséquent, détruites. Parmi d'autres erreurs que certains théoriciens considèrent comme influentes, figure l'alliance avec Benito Mussolini. Les défaites militaires du leader fasciste italien ne firent qu'entraver les plans du Troisième Reich. Mais il y eut une erreur qui faillit véritablement livrer Hitler aux Soviétiques. L'embuscade soviétique, le jour où Hitler fut à un pas de la mort. Au début de la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1943, Adolf Hitler
avait l'habitude de se rendre en personne sur les fronts de bataille les plus importants pour discuter directement avec les généraux et les officiers, collaborant ainsi à la recherche de la victoire. Une des batailles auxquelles Hitler accorda le plus d'attention fut l'opération Barbarossa. Il visitait fréquemment les quartiers généraux des trois armées du front de l'Est. Lorsque le conflit devint plus violent et dangereux, il ne semblait pas judicieux que le Führer continue de se présenter sur les lieux. Pourtant, cela ne l'empêcha pas de poursuivre ses visites, notamment sur le front de l'Est. Le leader national-socialiste prenait de nombreuses précautions lorsqu'il atterrissait en territoire ennemi. Il était entouré par une sécurité renforcée, son cercle de confiance le plus proche, une escadrille spéciale d'avions de transport, ainsi qu'un arsenal d'armes de haute technologie. Cependant, même les meilleures stratégies peuvent échouer. Et il y eut un moment, en 1943, où Adolf Hitler fut à quelques secondes de tomber entre les mains de l'armée rouge. Hitler s'était rendu au quartier général de l'armée du Sud, plus précisément auprès du général von Manstein. Il avait voyagé dans un Focke-Wulf FW-200 Condor, un avion quadrimoteur utilisé pendant la guerre comme bombardier anti-navire, avion de reconnaissance à longue portée, ainsi que comme moyen de transport pour les grandes figures du Troisième Reich. Toutefois, l'exemplaire utilisé par Hitler avait certaines spécificités. Suivant les recommandations de son pilote personnel, Hans Baur, Hitler avait ordonné la construction du FW-200 V3, une version améliorée du Condor. Ce modèle s'inspirait d'un avion de la compagnie Lufthansa, célèbre entreprise de transport aérien. L'appareil était doté de 2 cabines et d'un blindage renforcé pour résister aux attaques. L'avion de Hitler était accompagné de 2 exemplaires identiques, ainsi que de quelques appareils de la Luftwaffe. Ce groupe d'aéronefs était appelé Die Fliegerstaffel des Führers, signifiant l'escadron aérien du Führer. Comme mentionné précédemment, Hitler effectua de nombreux déplacements en Europe sans rencontrer d'incidents majeurs. En 1942, il se rendit en Finlande pour une réunion importante et exclusive avec son allié, le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim. Ils y discutèrent des termes d'une collaboration militaire contre l'Union soviétique. Peu de temps après, Hitler effectua 2 visites au quartier général du groupe d'armées sud sur le front de l'Est. Lors de l'une de ces visites, un événement marquant survint, annonçant ce qui allait suivre. Après avoir déposé Hitler en territoire ennemi, Hans Baur procéda à une reconnaissance de la zone avant de revenir le chercher à la fin de la réunion. Durant cette reconnaissance, son avion fut pris pour cible par des chasseurs soviétiques qui attaquèrent peu après son décollage. Malgré des impacts sur les ailes, Baur réussit à prendre de l'altitude et à échapper à ses poursuivants. À mesure que l'opération Barbarossa progressait, voler dans l'espace aérien international devenait une mission de plus en plus périlleuse. Le 17 février de l'année 1943, Hitler quitta la Wolfschanze, la tanière du loup, son quartier général situé en Prusse orientale, pour se rendre dans le sud de la Russie et évaluer la situation de l'armée du Sud. En chemin, il fit une escale à Vinnytsia, en Ukraine actuelle, où l'avion fut ravitaillé en carburant avant de poursuivre jusqu'à Zaporizhia, où se trouvait le quartier général dirigé par von Manstein. À cette époque, l'Allemagne faisait face à une situation critique sur le front sud. Stalingrad avait chuté, entraînant la défaite et la destruction totale de la 6e armée. L'armée rouge, déterminée à écraser ses ennemis, ne reculait devant rien pour voir ses adversaires anéantis. Selon Hans Baur, dans son livre « J'étais le pilote d'Hitler », il déclara « Avec la chute de Stalingrad, la situation sur le front sud devint extrêmement critique, et pendant un moment, il semblait que toute la ligne pouvait être encerclée. Une nuit, Hitler décida qu'une conférence immédiate avec von Manstein était nécessaire. Hitler ne risquait pas sa vie pour rien. Il souhaitait apporter des solutions concrètes pour redresser la situation militaire. D'une part, il cherchait à freiner l'avancée soviétique. D'autre part, il envisageait de relever von Manstein de ses fonctions. Zaporizhia, cependant, représentait un lieu dangereux pour une visite, car de nombreux soldats soviétiques étaient prêts à éliminer quiconque apparaîtrait à leur portée. Le matin du 17 février, les avions atterrirent sur le plus grand aérodrome situé à l'est de la ville. Cet aérodrome, ainsi qu'un autre plus petit à proximité, était rempli d'appareils allemands. Hans Baur et les autres pilotes restèrent à proximité des avions, s'assurant qu'aucun dégât ne leur soit infligé.
Hitler passa 3 jours complets dans cette ville soviétique. Von Manstein réussit à le convaincre qu'une offensive dans la région était la meilleure stratégie pour reprendre l'initiative et éviter un encerclement. Cette stratégie, bien que risquée, s'avéra finalement efficace et offrit un léger répit aux forces allemandes. Le matin du 19 février, Hans Baur reçut une notification indiquant qu'une colonne de chars soviétiques avançait sur la route menant à Dnipro. S'ils continuaient, ils atteindraient bientôt l'aérodrome que Hitler devait visiter. Terrifié par l'idée qu'il puisse tuer le Führer, Baur alerta les autorités. Une escadrille de chasseurs Messerschmitt Bf 109 prit le contrôle de l'espace aérien et attaqua la colonne de chars. Cependant, la présence de brouillard et de nuages bas compliqua leur mission, les obligeant à se replier. Des avions de reconnaissance Fieseler Fi 156 Storch furent ensuite envoyés pour évaluer la situation. Les pilotes confirmèrent que les chars soviétiques se trouvaient à moins de 2 heures de l'aérodrome. Baur se rendit alors en voiture jusqu'à la ville pour informer Hitler de la menace imminente. Il lui proposa de déplacer les avions vers un autre aérodrome situé au sud-ouest de Zaporijia. Hitler refusa néanmoins, affirmant que toutes ces réunions étaient terminées et qu'il se rendrait bientôt à l'aérodrome pour partir en Allemagne. Les 22 chars soviétiques continuaient leur avancée. Les soldats allemands présents sur l'aérodrome tentaient d'organiser une défense, mais manquaient de canons anti-chars et d'artillerie lourde. Juste avant que les chars n'atteignent leur objectif, Hitler arriva à l'aérodrome et se prépara à partir rapidement. Grâce à Baur, les moteurs des avions avaient été préalablement allumés. Les appareils décollèrent rapidement. Plus tard, les forces allemandes apprirent que la colonne de chars soviétiques avait dû stopper son avancée en raison d'un manque de carburant. Cette rencontre fut la seule et dernière fois où Hitler échappa de peu à une capture par l'armée rouge. Cependant, s'il ne s'était pas suicidé dans son bunker, une nouvelle confrontation aurait pu survenir. La bataille finale. Et si les soviétiques avaient capturé Hitler à Berlin? Quand Adolf Hitler comprit que la chute de Berlin était inévitable, il réalisa que sa seule option était le suicide. Quelques minutes avant de se marier en toute hâte avec Eva Braun et de signer son testament, il tenta de se tirer une balle, mais le mécanisme de son arme échoua. Alors, Hitler prit une capsule de cyanure et se prépara à l'avaler pour accélérer sa mort. Mais que se serait-il passé si, au moment où le revolver avait failli, l'armée rouge avait découvert sa cachette dans le bunker de la chancellerie? En premier lieu, les soldats soviétiques auraient fait irruption avec violence et détermination dans le bureau, lui ordonnant de se jeter à terre tout en le frappant sans lui infliger de blessures graves. Dès cet instant, Hitler serait devenu un prisonnier de guerre aux mains des soviétiques. Très probablement, en sortant, ses ravisseurs l'auraient exhibé dans les rues, acclamé avec une grande ferveur par le reste des membres de l'armée rouge. L'Allemagne serait tombée à leurs pieds, car l'homme le plus recherché aurait été capturé. Cependant, un doute aurait traversé ces rues. D'un côté, les soviétiques savaient que s'ils capturaient Hitler vivant, ils devaient l'emmener à Moscou pour qu'il soit jugé devant un tribunal. Mais de nombreux soldats auraient préféré une vengeance immédiate à n'importe quel prix. Comme mentionné précédemment, l'armée rouge ne faisait aucune distinction entre ses ennemis. Tous les Allemands étaient responsables à leurs yeux et méritaient de mourir de la manière la plus brutale possible. Si l'on se base sur ces informations pour étayer une hypothèse, il est probable qu'un soldat fanatique et fidèle aux idées de Staline aurait bousculé les autres soldats pour atteindre la première ligne. Face à face avec Adolf Hitler, il lui aurait tiré dessus sans pitié, probablement au visage, mettant ainsi fin à ses jours. La surprise aurait été immense parmi les présents, mais après quelques secondes, ils se seraient tous réjouis, fêtant avec des cris et des boissons que Hitler avait été tué de manière clandestine par l'un des leurs. En apprenant cette nouvelle, il est possible que Staline ait ordonné l'arrestation immédiate de l'assassin de Hitler pour le punir d'avoir désobéi à l'autorité suprême. Si cet événement imprévu ne s'était pas produit, Hitler aurait certainement été transféré en avion jusqu'à Moscou, dans le plus grand secret. Il aurait été emprisonné dans un lieu tenu confidentiel, à l'abri de toute menace, avant d'être jugé. Dans cette cellule soviétique, l'histoire aurait peut-être assisté à l'un de ses moments les plus significatifs. Une voiture Packard 180 se serait arrêtée devant la prison. En serait sorti le secrétaire général du parti soviétique,
Iosif Staline en personne. Traversant un long couloir, il aurait ouvert la porte de la cellule pour y découvrir Adolf Hitler, vaincu, abattu et plein de rage. Derrière le leader soviétique, arborant un sourire éclatant, une dizaine de photographes immortalisèrent cette scène qui aurait fini dans tous les manuels d'histoire et encyclopédies. Mais cette photo aurait aussi marqué l'Union soviétique comme la plus grande puissance mondiale, laissant l'Allemagne à sa merci. Dans les mois suivants, Hitler aurait comparu devant un tribunal extraordinaire, où les plus hauts représentants des puissances alliées l'auraient accusé de crimes de guerre, de meurtres sauvages et de la planification d'un terrible holocauste. Comme dans les autres procès, des survivants des camps de concentration auraient été appelés à témoigner pour raconter, sous son regard glacial, ce qui s'y était passé. En parallèle, des citoyens allemands l'auraient accusé d'avoir orchestré et toléré des politiques de répression brutale contre ceux qui s'opposaient à ses idées. Des dizaines de témoignages l'auraient placé au centre des critiques. Le Führer serait resté impassible, ne montrant aucune émotion, fixant avec un mépris absolu les Juifs présents, qui l'auraient accusé d'être responsable des maux de l'Allemagne. Les preuves auraient également révélé son rôle direct dans les ordres donnés à la Wehrmacht, responsable de la destruction massive de territoires européens. Après de longs jours d'audience, Hitler aurait été condamné à mort. Il aurait demandé à mourir avec honneur, c'est-à-dire par un peloton d'exécution. Mais les soviétiques, implacables, auraient rejeté sa requête. Les criminels de guerre meurent généralement par pendaison, et tel aurait été le destin du Führer. Les chaînes de télévision auraient interrompu leur programmation habituelle pour retransmettre cet événement historique, battant tous les records d'audience de l'époque. La potence aurait été installée sur la célèbre place rouge de Moscou, entre le Kremlin et la cathédrale Basile le Bienheureux. Des milliers de personnes auraient afflué pour graver dans leur mémoire cet instant qu'ils attendaient depuis des années. Hitler serait apparu en scène, accueilli par des huées assourdissantes. Sous les regards dédaigneux, il aurait monté les marches de la potence, la corde déjà en place. En son fort intérieur, il aurait pensé à l'Allemagne, à tout ce qu'il avait espéré accomplir mais échoué. Avant même qu'il puisse prononcer ses dernières paroles, la trappe se serait ouverte, et la vie d'Adolf Hitler aurait pris fin au milieu de spasmes et de gémissements étouffés. Une autre hypothèse. En imaginant une autre possibilité, revenons à la période où Hitler aurait été emprisonné. Plusieurs dirigeants nazis, jugés et condamnés à mort par pendaison, avaient choisi de se suicider avant cette humiliation publique. Des capsules de cyanure, transmises secrètement par des partisans, leur auraient permis d'échapper à leur sort. Compte tenu de la renommée et de l'idolâtrie dont jouissait Hitler auprès de ses fidèles, même au-delà des frontières, il est probable qu'il aurait suivi le même chemin. En apprenant la nouvelle, Staline aurait probablement eu une crise de colère, se demandant comment un homme sous sa garde avait pu s'échapper ainsi, le ridiculisant devant le monde entier. Comment est-il possible qu'un soviétique ait aidé Hitler, aurait-il pensé, partagé entre la rage et l'embarras. Enfin, une question intrigante reste en suspens. Qu'aurait-il pu se passer si Adolf Hitler avait été autorisé à s'exprimer lors de ce procès hypothétique? Reconnu pour ses talents d'orateur, il possédait une capacité exceptionnelle à captiver les foules. Débutant ses discours avec calme, il augmentait graduellement le ton jusqu'à atteindre un paroxysme de fureur. Aurait-il pu convaincre ne serait-ce qu'une partie de l'auditoire? Aurait-il pu obtenir de nouveaux partisans, même pendant son procès? En imaginant un tel scénario, les leaders alliés redoutaient que sa rhétorique habile puisse altérer le cours des événements. Hitler aurait très probablement dénoncé l'Union soviétique, les accusant d'être des assoiffés de sang, tout en dénonçant les crimes commis par l'armée rouge. Il aurait aussi alerté le monde sur les dangers du communisme, plaidant pour freiner l'expansion soviétique. Des milliers de fidèles auraient répondu à cet appel, descendant dans les rues pour exiger sa libération. Ces jours auraient été marqués par des affrontements violents entre les soviétiques et les partisans nazis. Une insurrection aurait même pu éclater, menant à l'évasion de Hitler, une fuite vers l'Amérique du Sud, et peut-être à la fondation d'un quatrième Reich. Le procès du siècle. Hitler sur le banc des accusés des Alliés. Le 1er jour de novembre de l'année 1943, les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique se réunirent dans la capitale de cette dernière pour signer ce qui fut connu sous le nom de Déclaration de Moscou.
Plusieurs sujets y furent abordés, mais l'aspect le plus marquant résida dans la partie finale du document, intitulée « Déclaration sur les atrocités allemandes en Europe occupée ». Elle stipulait l'importance de juger tous les responsables des crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, une fois le conflit terminé. Peu importait le rang ou l'implication des coupables. Tous devaient répondre de leurs actes. Winston Churchill, alors leader britannique, fut le principal rédacteur de ce document. Celui-ci stipulait que les criminels de guerre seraient jugés dans les pays où leurs crimes avaient été commis par leurs propres victimes. Cependant, pour les coupables dont les atrocités n'étaient pas liées à un lieu précis, un tribunal international serait désigné par les 3 signataires de l'accord. Ces engagements furent réaffirmés lors des conférences de Yalta, en Ukraine, cette même année 1943, ainsi qu'à Potsdam, en Allemagne, 2 ans plus tard, en 1945. Malgré ces accords prometteurs, les Alliés ne purent s'entendre sur les modalités précises de la punition à infliger. Les débats sur les méthodes de jugement. Le premier plan proposé, découvert dans une publication de l'année 2006, émanait de Churchill. Il suggérait des exécutions sommaires dans certains cas, en invoquant un principe juridique de droit coutumier appelé « Act of Attainder », acte de proscription. Ce dispositif, tombé en désuétude en Grande-Bretagne depuis 1798, permettait de se passer d'un procès judiciaire pour juger les accusés, laissant cette responsabilité aux dirigeants politiques alliés. Les autorités auraient ainsi désigné les coupables directement, appliquant les sentences qu'elles jugeraient appropriées. Dans les manuscrits publiés, on peut même retrouver l'opinion de Churchill sur la punition qu'il considérait appropriée pour Hitler. Il déclara littéralement « Si Hitler tombe entre nos mains, nous le tuerons certainement. Cet homme est le principal ressort du mal. Quel instrument? Une chaise électrique, comme pour les mafieux. » Malgré cette tentative de Churchill de réhabiliter d'anciens procédés, ses collègues rejetèrent sa proposition, préférant envisager d'autres alternatives. Plus tard, cette même année 1943, durant la conférence de Téhéran, Staline proposa une méthode encore plus radicale, l'exécution immédiate de 50 000 à 100 000 officiers supérieurs de l'état-major allemand. De son côté, Churchill s'en tint à son idée initiale, à savoir que les criminels de guerre devaient être jugés là où les crimes avaient été commis. La troisième proposition fut celle d'Henry Morgenthau, secrétaire au Trésor des États-Unis. Il mit en avant un plan de dénazification pour l'Allemagne, connu sous le nom de Plan Morgenthau. Il préconisait une désindustrialisation forcée de l'Allemagne, ainsi que l'exécution des archicriminels, soit les principaux responsables des crimes de guerre. Le président américain Franklin Roosevelt soutint cette initiative et persuada Churchill de s'y rallier. Mais curieusement, les détails de l'accord furent divulgués à la presse, suscitant une vive opposition au sein de l'opinion publique américaine. En raison de cette réaction, Roosevelt abandonna ce plan sans en proposer de nouveau. Vers un tribunal international, finalement, les Alliés décidèrent de mettre en place une méthode alternative pour juger les responsables des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Ce processus mena à la conception du procès des criminels de guerre européens, élaboré par le secrétaire à la guerre américain Henry Stimson. Après le décès de Roosevelt au mois d'avril de l'année 1945, le nouveau président, Harry Truman, exprima son soutien indéfectible à cette démarche judiciaire. Les représentants des États-Unis, de l'Union soviétique et de la France se réunirent ensuite pour finaliser les détails du traité. Le temps pressait, car les procès devaient débuter dans la ville allemande de Nuremberg au mois de novembre de cette même année. À cette période, les forces américaines détenaient la majorité des accusés, tandis que l'Union soviétique n'avait sous sa garde que 2 d'entre eux, Hans Fritzsche, adjoint de Goebbels au ministère de la Propagande, et Erich Raeder, amiral de la Kriegsmarine. Pour cette raison, Staline accepta de coopérer avec ses homologues, comprenant que refuser signifierait se tenir à l'écart du jugement des criminels les plus notoires, comme Hermann Göring. Le 8e jour du mois d'août de l'année 1945, les Alliés signèrent la charte de Nuremberg, qui posait les bases légales et formalisait l'engagement conjoint des 4 grandes puissances, Grande-Bretagne, Union soviétique, États-Unis et France, à juger les principaux criminels nazis. Et si Hitler avait été jugé? Si Adolf Hitler avait été capturé vivant et traduit en justice, il aurait probablement été le premier accusé à comparaître à Nuremberg.
comme dans l'hypothèse d'un procès devant un tribunal soviétique, il est presque certain qu'on lui aurait interdit de s'exprimer. Cependant, s'il avait eu l'occasion de témoigner, il est plausible qu'il aurait prononcé un discours mémorable, où il aurait cherché à rejeter toute responsabilité sur ses ennemis. Il aurait probablement affirmé avoir agi dans l'intérêt du peuple allemand, nié les accusations liées au camp de concentration et peut-être même inventé une conspiration orchestrée par les Juifs pour le discréditer, une thèse similaire à celle défendue par les négationnistes de l'Holocauste. Le dernier acte, les dirigeants nazis qui ont choisi le même sort qu'Hitler. Adolf Hitler ne fut pas le seul haut dignitaire nazi à choisir le suicide. Heinrich Himmler, surnommé l'architecte de l'Holocauste, prit également cette décision. Après la Seconde Guerre mondiale, Himmler tenta de fuir. Il croyait que la chute du Troisième Reich n'enterrerait pas ses ambitions de rester au pouvoir. Il avait de sérieux projets pour continuer à brandir fièrement l'étendard national-socialiste. En se dirigeant vers l'intérieur de l'Allemagne, il tenta d'éviter les postes de contrôle alliés. Accompagné d'un groupe de 5 soldats, il parcourait différentes villes allemandes avec de fausses identités. Certains portaient des vêtements civils, tandis que d'autres portaient des uniformes militaires, une pratique courante en période de pénurie après-guerre. Himmler modifia entièrement son apparence. Il se rasa les cheveux, ôta sa célèbre moustache et abandonna ses lunettes rondes, qu'il garda dans la poche intérieure de sa veste au cas où il en aurait besoin. Il ajouta un cache-œil noir pour détourner l'attention de ceux qui pourraient le reconnaître. Après 2 semaines de cavale, il n'avait toujours pas été identifié. Cependant, il fut confronté à une situation critique. Un groupe de soldats soviétiques ayant été prisonniers de guerre encercla Himmler et ses compagnons. Terrifiés, ils prétendirent être de simples officiers de bas rang retournant chez eux et présentèrent des documents falsifiés. Himmler avait adopté l'identité de Heinrich Hitzinger, un sergent exécuté des années auparavant. Après un examen approfondi, les soviétiques doutèrent de la véracité des documents et livrèrent Himmler et son groupe à un camp de détention britannique. Ils furent transférés d'un camp à un autre pendant 2 jours, car aucune autorité ne voulait se charger de leur cas. Finalement, les documents furent jugés frauduleux après qu'un cachet falsifié fut identifié, similaire à d'autres utilisés par d'importants officiers nazis. L'interrogatoire de Himmler, c'est le capitaine britannique Thomas Sylvester qui interrogea Himmler à Lunebourg, en Allemagne. Tandis qu'il questionnait d'autres détenus, Sylvester entendit un homme insistant pour être interrogé immédiatement. Un comportement inhabituel car les accusés évitaient généralement ces confrontations. Intrigué, Sylvester approcha. L'homme retira son cache-œil, remit ses lunettes rondes en place et déclara « Je ne suis pas Hitzinger, je suis Heinrich Himmler ». Stupéfait, Sylvester vérifia son identité, confisqua ses affaires personnelles, y compris 2 capsules de cyanure, et lui fit porter des vêtements de l'armée britannique. Refusant d'être photographié dans l'uniforme de l'ennemi, Himmler resta en sous-vêtements, enveloppé dans une couverture. Himmler se montra laconique lors de l'interrogatoire et exigea la présence de hauts responsables tels qu'Eisenhower, Churchill ou Montgomery, faute de quoi, il refusa de livrer des informations importantes. Transféré dans une maison de campagne, il reçut des repas et du café. Plus tard, un médecin britannique fut envoyé pour l'examiner. En tentant d'inspecter sa bouche, le médecin remarqua un objet bleuâtre coincé entre ses molaires. « Serait-ce du cyanure ?» se demanda-t-il. En essayant de le retirer, Himmler mordit violemment la capsule qui se désintégra dans sa bouche, le tuant sur le champ. Ainsi, il échappa à un procès et à une condamnation. Le sort de Joseph Goebbels. Un sort similaire, mais bien plus tragique, attendait Joseph Goebbels. Proche confident d'Hitler, il occupa les postes de ministre de la propagande du Troisième Reich. Sa relation avec Hitler était si étroite que Goebbels, sa femme Magda et leurs 6 enfants vécurent dans le bunker de Berlin durant les derniers jours du régime. Bien que Hitler lui ait ordonné de fuir, Goebbels refusa catégoriquement. Après le suicide du Führer, Goebbels envisagea brièvement de négocier avec les soviétiques, mais il comprit rapidement qu'il était trop tard. Magda, sa femme, rassembla leurs 6 enfants. Témoins des préparatifs, certains occupants du bunker, comme la secrétaire Traudl Jung, tentèrent de la dissuader. Magda répondit fermement « Dans l'Allemagne à venir, il n'y a pas de place pour mes enfants. Mieux vaut qu'ils meurent que de vivre dans la honte et le déshonneur. »
Bien que la Croix-Rouge ait offert de faire sortir les enfants de Berlin, Goebbels refusa. Magda et lui alignèrent leurs enfants, prétendirent leur administrer des vitamines, mais les seringues contenaient de la morphine. Une fois les enfants endormis, Magda plaça une capsule de cyanure dans la bouche de chacun et pressa leur mâchoire pour briser la capsule. Helga, 13 ans, Hilde, 11 ans, Helmut, 10 ans, Hold, 8 ans, Eda, 7 ans et Heide, 5 ans, moururent instantanément. Peu après, Magda et Joseph Goebbels ingérèrent eux-mêmes du cyanure avant de recevoir une balle dans la nuque, bien que l'on ignore si le coup de feu fut tiré par Goebbels ou par un assistant. Les autres occupants du bunker Goebbels et sa famille n'étaient pas seuls dans le bunker d'Adolf Hitler. On y trouvait également plusieurs généraux de haut rang, comme Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, Heinrich Müller et Wilhelm Mohnke. Le général Krebs tenta de négocier avec les soviétiques, mais sans succès. Désespéré, il se suicida. Martin Bormann, un des rares hauts responsables à ne pas se suicider, tenta d'organiser une fuite. Une évasion infructueuse, Bormann et les autres savaient qu'ils disposaient de quelques heures à peine avant l'arrivée des soviétiques. Leur plan consistait à emprunter les réseaux souterrains de Berlin jusqu'au pont Weidendammer sur la Spree. Une fois à l'extérieur de la ville, ils espéraient atteindre les lignes alliées occidentales, où ils espéraient être traités avec plus d'indulgence. Cependant, le 2 mai, en traversant le pont, ils furent interceptés par un grand contingent soviétique. Une bataille sanglante éclata, ruinant leur plan. Bormann fut aperçu pour la dernière fois à cet endroit, et bien qu'on pense qu'il y trouva la mort, certaines théories suggèrent qu'il réussit à fuir. Goebbels, Himmler, Hitler et d'autres figures importantes évitèrent d'être jugés en se donnant la mort. Mais s'ils avaient été capturés, leur sort aurait probablement été similaire à celui d'autres dignitaires nazis condamnés à mort après le procès de Nuremberg. Hermann Göring sur le banc des accusés, le procès qui a marqué l'histoire. Hermann Göring était le bras droit d'Adolf Hitler. En plus d'être le fondateur de la Gestapo, il fut maréchal du Troisième Reich et chef de la Luftwaffe. Une autre création de Göring, qui fut utilisée contre lui lors des procès, fut le programme de travail forcé, qui impliqua des millions de prisonniers de guerre, de juifs et de roms dans le développement industriel et militaire du nazisme. De plus, il fut le cerveau derrière la création des ghettos. Quelques jours avant la fin imminente de la Seconde Guerre mondiale, Göring était supposé succéder à Hitler, car le suicide du Führer semblait inévitable. Cependant, une prétendue trahison l'envoya en prison. Après avoir envisagé la possibilité de prendre la direction de l'Allemagne, Göring envoya un télégramme depuis la Bavière demandant des nouvelles sur la situation dans le bunker de Berlin. Dans cette lettre, il indiqua que si aucune réponse ne lui parvenait dans les heures suivantes, il comprendrait que le Führer était en difficulté et qu'il devrait, par conséquent, assumer automatiquement le poste de chef de l'État. Cela fut très mal perçu par Hitler, qui interpréta ce geste comme une tentative de lui ravir le pouvoir. Pour cette raison, Göring fut destitué de ses fonctions, et après la mort d'Hitler, Karl Dönitz fut nommé comme nouveau dirigeant. Le 6 mai 1945, un jour après avoir retrouvé la liberté, Göring fut capturé par les troupes de la 36e division d'infanterie américaine. Après plus d'un an d'emprisonnement, le 1er octobre 1946, Göring fut jugé à Nuremberg en tant qu'ancien chef de la Luftwaffe. Un tribunal marqué par la soif de justice, tout laisse à penser que le procès aurait été similaire à celui qui aurait pu être mené contre Joseph Goebbels ou Heinrich Himmler. Un tribunal déterminé à condamner, une salle comble et une tension palpable à chaque instant. Parmi les accusations portées contre Göring, nombreuses sont celles qui auraient également pu s'appliquer à d'autres hauts dignitaires nazis: complot, déclenchement d'une guerre d'agression, crimes de guerre, torture, assassinat, pillage, esclavage de civils et de prisonniers de guerre, ainsi que le transfert en Allemagne d'œuvres d'art et d'autres biens culturels. La défense de Göring ne différa pas de celle d'autres accusés nazis et aurait probablement été la même pour Goebbels et Himmler, car ils partageaient souvent des stratégies similaires. Göring affirma qu'il n'avait fait que suivre loyalement les ordres d'Hitler et déclara ignorer tout ce qui se rapportait au camp de concentration. Il se présenta comme un pacificateur et un diplomate avant la guerre, ainsi qu'un militaire irréprochable durant le conflit. La condamnation et la fin de Göring, Hermann Göring, fut reconnu coupable et condamné à la pendaison.
Cependant, il adopta une stratégie similaire à celle d'Adolf Hitler, bien qu'un an plus tard. L'exécution était prévue pour le 16 octobre, mais la veille, Göring fut retrouvé mort dans sa cellule. Aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent floues. Certaines versions suggèrent qu'une capsule de cyanure lui aurait été remise secrètement, lui permettant d'échapper à son châtiment. Albert Speer, les remords de l'architecte du Troisième Reich. La vie réserve parfois des surprises, et ce qui aurait pu arriver lors des procès de Himmler, Goebbels ou même Hitler est exactement l'opposé de ce que l'on aurait imaginé, comme ce fut le cas pour Albert Speer. Né à Mannheim, dans l'Empire allemand, il était connu comme l'architecte de Hitler, ou même comme l'un de ses plus proches amis. En 1937, il fut nommé inspecteur général des projets de construction à Berlin, une mission qui s'étendit à la reconstruction de la ville. Sa tâche principale consistait à superviser les appartements confisqués aux Juifs pour les attribuer ensuite à des non-Juifs. Pendant la guerre, il occupa plusieurs postes. L'un d'eux fut celui de ministre de l'Armement, une fonction dans laquelle, en 1942, il parvint à doubler la production d'armes et de munitions en moins d'un an. En tant qu'architecte, il conçut le Champ Zeppelin, le congrès de Nuremberg, modifia la chancellerie, organisa des spectacles lumineux, de grandes bannières et participa à l'achèvement du projet du stade olympique. Il dessina également les plans de la Berlin du Reich des 1000 ans, prévue pour l'an 1950. Cette ville devait être la capitale d'un empire éternel, avec de larges avenues, des édifices imposants et une nouvelle chancellerie. Une stratégie de remords au procès. Durant son procès, Albert Speer adopta une attitude totalement différente de celle de Göring. Dans une tentative stratégique pour susciter la clémence du tribunal, l'architecte de Hitler reconnut à la fois la culpabilité du régime nazi et sa propre responsabilité pour avoir utilisé des travailleurs forcés. Le 31 août 1946, lors de sa déclaration finale, Speer déclara « Hitler et l'effondrement de son régime ont apporté une période incroyable de souffrance au peuple allemand. La poursuite inutile de la guerre et les destructions superflues rendent la reconstruction extrêmement difficile. Privation et misère accablent le peuple allemand. Après ce procès, Hitler sera dénigré et condamné comme l'auteur prouvé de cette désolation. Mais le monde apprendra de ce qui s'est passé, non seulement à haïr la dictature comme forme de gouvernement, mais aussi à la craindre. Quelle importance a mon propre sort au vu de tout ce qui s'est passé et face à un objectif aussi noble ? Le peuple allemand a contribué de manière significative au développement de la culture humaine durant les siècles passés. Souvent, il a apporté ses contributions dans des moments où il était aussi impuissant et vulnérable qu'il l'est aujourd'hui. Les peuples qui croient en leur avenir ne sont jamais perdus. Que Dieu sauve l'Allemagne et la culture occidentale. Cependant, lors d'une autre intervention au tribunal, Speer accepta sa responsabilité concernant le travail forcé qui avait permis d'améliorer l'industrie allemande, mais affirma ne pas avoir eu connaissance de l'extermination systématique des Juifs. « J'aurais dû le savoir, j'aurais pu le savoir, mais je ne le savais pas. » Les juges ne furent pas dupes, sachant que Speer avait visité des usines souterraines où il avait vu dans quelles conditions misérables vivaient les travailleurs forcés. À la suite de ces visites, il ordonna la construction de baraques en dehors des tunnels pour que ces travailleurs soient nourris convenablement et disposent de conditions sanitaires minimales. En outre, Speer s'opposa à la politique de la terre brûlée que Hitler voulait imposer lorsqu'il devint clair que la défaite était inévitable. Speer confessa également qu'en observant la catastrophe qui submergeait l'Europe dans les derniers moments de la guerre, il avait conçu 2 plans pour assassiner Adolf Hitler, l'un d'eux consistant à introduire du gaz dans les conduits d'aération du bunker pour accomplir son objectif. La sentence de Speer. Grâce à son démonstration de remords, Speer échappa à la condamnation à perpétuité et fut condamné à 20 ans de prison. Finalement, il fut libéré en 1966. Il est difficile d'imaginer qu'Hitler, Göring ou Himmler auraient pu reconnaître leur responsabilité dans les crimes de la Seconde Guerre mondiale, encore moins exprimer des remords. Cependant, si ces derniers avaient envisagé cela comme une stratégie pour montrer une forme de clémence ou d'autocritique et obtenir une peine réduite, cela aurait pu avoir un certain sens. Épargnés de la potence, ils auraient pu comploter depuis leurs cellules pour ramener le nazisme au pouvoir avec l'aide de leurs fidèles. Une énigme historique.
Il existe sans doute d'innombrables hypothèses sur ce qu'aurait pu être le destin d'Adolf Hitler. Mais une seule vérité demeure. Hitler ne fut jamais jugé. Il est possible qu'il ait été prouvé qu'il s'était enfui. Mais la seule certitude est qu'il mourut le 30 avril 1945 en décidant de mettre fin à ses jours.